Près de 2 semaines après son arrestation à New York, le rappeur américain et producteur P. Diddy est accusé d'agression sexuelle par plus de 100 nouvelles victimes, dont plusieurs qui étaient mineurs au moment des faits. Certains parlent donc d'une nouvelle affaire Epstein, du nom de ce milliardaire et criminel sexuel américain très influent dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur ce format. Alors, que faut-il savoir de ces accusations et que risque donc P. Diddy? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une aujourd'hui des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui rejoignent ce format ces derniers jours, que ce soit sur YouTube ou alors d'ailleurs en version podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à vous abonner, si jamais c'est pas encore le cas, pour être sûr de pouvoir suivre l'actualité. Alors avant de revenir en détail sur les accusations extrêmement graves qui visent P. Diddy et son entourage, rappelons rapidement qui il est, pour ceux peut-être qui n'ont pas forcément suivi l'affaire jusqu'ici. Alors connu sous les surnoms de Puff Daddy, P. Diddy ou tout simplement Diddy, Sean Combs, de son vrai nom, est un rappeur et producteur américain âgé aujourd'hui de 54 ans qui a fondé son propre label en 1993 et qui s'appelait Bad Boy Records. Il a révélé par ailleurs de nombreux rappeurs américains extrêmement connus comme Notorious B.I.G. Lui aussi d'ailleurs a connu le succès en tant que rappeur, notamment avec son titre Can't Nobody Hold Me Down, sorti en 1997, qui a été récompensé par un Grammy Award. Et P. Diddy, c'est aussi un homme d'affaires. Il a lancé une marque de vêtements, une chaîne de télévision, il a fait du business aussi dans l'industrie de l'alcool. Le magazine Forbes estimait sa fortune personnelle à environ 400 millions de dollars, donc environ 360 millions d'euros. Et donc, le 17 septembre dernier, donc c'est très récent, P. Diddy a été placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Mais alors, de quoi est-il accusé? Alors évidemment, là-dessus, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'accusations, on va le voir, il y a aussi un certain nombre de rumeurs, certaines rumeurs insistantes, d'autres pour l'instant où du fait de l'enquête, il n'y a pas encore eu d'éléments confirmés. Voici en tout cas ce que l'on sait pour le moment et les différentes accusations qui pèsent sur le rappeur. Alors P. Diddy est inculpé pour des faits de trafic sexuel et pour extorsion. En fait, tout a commencé en novembre 2023 quand la chanteuse Cassie, qui est son ex-compagne, l'a accusé de l'avoir violée en 2018 et d'avoir eu, je cite, un comportement violent et déviant avec elle pendant 10 ans, la forçant notamment à avoir des rapports sexuels avec des travailleurs du sexe. Elle a également révélé l'existence des freak-offs, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Alors finalement, cette plainte, elle n'était pas allée jusqu'au bout, puisque l'affaire s'était résolue par un arrangement financier. Mais cette révélation, par contre, elle a permis à d'autres victimes de sortir du silence et de prendre la parole. Fin septembre, c'est une 10e plainte pour agression sexuelle qui avait été déposée, qui suivait donc de nombreuses autres plaintes, des plaintes notamment pour viol. Concrètement, P. Diddy est accusé par les procureurs fédéraux de New York d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent. Pour ceux qui posent la question, ici un procureur fédéral, c'est donc un avocat qui représente le gouvernement des États-Unis, et ce donc dans les affaires judiciaires qui relèvent de la juridiction fédérale. Alors dans son acte d'inculpation, on peut lire que, je cite, pendant des décennies, le rappeur a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. Et là, en l'occurrence, les révélations, les dépôts de plainte, etc. sont relativement récents, mais en fait, les faits, ils remonteraient pour certains au début des années 1990. Certaines femmes auraient donc été contraintes à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, des scènes que P. Diddy enregistrait et pendant lesquelles les victimes prenaient des drogues comme de l'ecstasy, du GHB ou encore de la kétamine. Par ailleurs, toujours selon le procureur, lorsque le rappeur n'obtenait pas ce qu'il voulait, je cite, il était violent. Alors l'étendue et le détail des agissements de P. Diddy n'est pas encore précis sur tous les aspects puisque, je le disais, l'enquête est en cours et que les témoignages se multiplient et sont de plus en plus nombreux ces derniers jours. Mais vous l'aurez compris, les témoignages s'accumulent, si bien que P. Diddy a été placé en détention provisoire le 17 septembre et ce mardi, il y a donc eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. Ce sont pas moins de 120 nouvelles victimes qui ont cette fois-ci accusé P. Diddy d'agression sexuelle, selon l'avocat Tony Buzbee qui les représente collectivement. Parmi elles, 25 étaient mineures au moment des faits, selon l'avocat. Toujours selon l'avocat, dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés. On parle donc de soumission chimique. Par ailleurs, un autre avocat de victime a indiqué travailler sur plus de 100 cas en question donc de victimes présumées.
Par ailleurs, après l'arrestation de P. Diddy en septembre, une ligne d'écoute téléphonique a été mise en place par le cabinet de l'avocat pour tenter de récolter des témoignages. Et en tout, c'est près de 3000 personnes qui auraient appelé, soit en se disant victime, soit en se disant témoin d'une agression de la part du rappeur. Alors évidemment, impossible dans l'état actuel des choses de vérifier ces 3000 témoignages ou ces 3000 personnes. Ça fait partie des choses, donc il faut être extrêmement vigilant. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on le sait, donc, c'est qu'il y a 120 personnes qui sont désormais représentées par un avocat. Mais alors, vous allez peut-être me dire, si les faits remontent aux années 90, pourquoi est-ce que P. Diddy est seulement poursuivi maintenant? Alors, il y a tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer pendant longtemps. Très souvent, dans ces systèmes-là, il y a une forme d'omerta, il y a une forme de loi du silence, voire d'ailleurs, dans certains cas, un achat du silence de certaines personnes. Et c'est évidemment un élément très important, mais ce n'est pas forcément le seul élément. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de nouvelles lois ont été adoptées ces dernières années aux États-Unis, et particulièrement à New York, pour lutter justement contre les violences sexuelles. Parmi elles, il y a une mesure qui s'appelle l'Adult Survivor Act, qui est entrée en vigueur fin 2022, et qui permet en fait aux victimes de porter plainte pour viol ou agression sexuelle, même si les faits sont prescrits, et ce, pendant une période d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, donc jusqu'à fin 2023. Et pour rappel, on dit qu'un fait est prescrit quand le délai légal pour engager une action en justice à son sujet est écoulé. Mais passé ce délai de prescription, eh bien c'est impossible pour la victime de porter plainte contre un auteur pour des faits qui sont entre guillemets datés. Là en l'occurrence, l'Adult Survivor Act, il a permis pendant une période donnée d'1 an d'avoir des dépôts de plainte pour des faits par exemple qui pourraient dater des années 90, et c'est sûrement ce qui a aidé à certains dépôts de plainte ces derniers mois. Mais en l'occurrence, ce n'est pas tout, puisque en mars 2023, il y a le Victims of Gender Motivated Violence Protection Law. Alors c'est très long dit comme ça, mais concrètement, ça a permis d'instaurer une période de 2 ans permettant de signaler des faits qui auraient pu être prescrits autrement. Donc c'est un peu similaire à la première mesure, mais là en l'occurrence, donc c'est une période de 2 ans, et donc ça aurait pu permettre à d'autres personnes ici de porter plainte. À noter que P. Diddy n'est pas le seul mis en cause dans cette affaire. Il y a plusieurs de ses proches, par exemple certains de ses employés, qui sont accusés d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à certains viols collectifs. Et puis vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, il y a aussi des noms de célébrités américaines qui auraient participé à ces soirées de P. Diddy et qui circulent beaucoup en ce moment. Alors pour autant, maintenant l'enquête est en cours. Difficile de savoir donc dans l'immédiat et à ce stade de l'enquête qui était au courant des agissements de P. Diddy. C'est probablement l'un des éléments sur lequel porte l'enquête en ce moment. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quelle est aujourd'hui la ligne de défense du rappeur? Eh bien au début, il faut noter que P. Diddy niait en bloc ses accusations et ses avocats dénonçaient une forme de chasse aux sorcières selon eux qui aurait pour but de lui soutirer de l'argent. Mais face à la multiplication des accusations et alors que certains éléments assez intrigants, par exemple 1000 bouteilles de lubrifiant avaient été retrouvées chez lui lors d'une perquisition, et bien désormais il y a eu un changement de discours de la part du rappeur et de son avocat qui insiste sur une volonté de collaborer avec la justice. En tout cas, malgré une proposition de 50 millions de dollars, le juge qui est chargé de l'affaire a rejeté l'appel des avocats de Diddy qui souhaitaient qu'il sorte de détention provisoire. Pour l'instant donc, il reste en prison en attendant son procès. Il risque entre 15 ans et la prison à vie. C'est ce qu'indique un communiqué du département américain de la justice. Ça me paraissait donc essentiel de faire un point sur ce que l'on sait aujourd'hui de cette affaire qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers jours. Et on continuera évidemment à suivre tout ce qui se passe. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité extrêmement importante et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Après avoir envoyé près de 200 missiles contre Israël ce mardi soir, l'Iran a affirmé ce mercredi qu'il frapperait toutes les infrastructures israéliennes en cas de riposte. Selon les gardiens de la révolution, qui est l'armée idéologique iranienne, l'Iran a, je cite, exercé son droit à l'autodéfense avec ses frappes, qui étaient en fait une réponse aux récentes morts de ses alliés, à savoir les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, dans des frappes israéliennes. Et d'après le ministre des Affaires étrangères iranien, l'Iran ne compte plus réattaquer Israël, à moins que le pays ne riposte. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que l'Iran avait, je cite, commis une grave erreur et qu'il en paierait le prix. Alors Israël affirme que la plupart des missiles ont été interceptés par le Dôme de fer, qui est un système israélien de défense anti-aérien pour protéger la population israélienne, mais l'armée idéologique iranienne estime que 90% des missiles ont atteint leur cible. L'attaque en soi a fait 2 blessés
blessés légers en Israël selon les secours et un Palestinien a été tué par des éclats de missiles en Cisjordanie occupée selon un responsable palestinien. En France, Emmanuel Macron a condamné avec, je cite, la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël et la France a mobilisé ce mardi des moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne selon l'Élysée. Pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Deuxième actu en France, cette fois-ci, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté ce mercredi à 54 voix contre et 15 voix pour la proposition de la France insoumise visant à destituer Emmanuel Macron, donc le démettre de ses fonctions de président. Le rôle de cette commission, c'est d'examiner et de discuter des projets et propositions de loi liés aux questions juridiques et constitutionnelles. La France insoumise reproche notamment à Emmanuel Macron de ne pas avoir nommé un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette procédure en destitution ne pourra pas aboutir. Il va y avoir une conférence des présidents de groupes politiques qui a désormais 13 jours pour décider si le texte accède malgré tout à l'étape suivante, donc un examen dans l'hémicycle. On suivra ça. Troisième actu, la vidéosurveillance algorithmique qui a été expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques va être généralisée en France selon des informations de France Info. En fait, ce système consiste à associer des logiciels et notamment de l'intelligence artificielle à des caméras de surveillance placées dans la rue et les lieux publics pour repérer en temps réel des événements jugés suspects ou à risque. Jusqu'ici, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait assuré que l'expérimentation n'irait pas au-delà de la période des JO. Alors l'entourage du Premier ministre a réagi ce mercredi, précisant à France Info attendre le rapport d'un comité d'évaluation promis d'ici fin décembre. De leur côté, les associations de défense des libertés redoutent une surveillance généralisée, même si le gouvernement assure que l'utilisation de la reconnaissance faciale ne sera pas utilisée. Quatrième actu, le nombre de médecins en activité en France a augmenté de 0,8% au 1er janvier 2024, avec 1672 médecins de plus qu'en 2023, selon les chiffres de l'Ordre des médecins publiés ce mercredi. Et aujourd'hui, 11 000 étudiants sont formés en deuxième année de médecine et ça devrait même atteindre 12 000 étudiants formés en 2025. Malgré ça, le problème des déserts médicaux, donc des régions en France où il n'y a pas de médecins, persiste. Selon le vice-président de l'Ordre des médecins, les médecins dans les départements plus ruraux, donc en campagne, continuent de vieillir et ne se rajeunissent pas assez malgré l'importante demande de soins. Cinquième actu, de nombreux livreurs touchent moins que le SMIC horaire selon un rapport de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulté ce mercredi par l'AFP. En fait, si on prend en compte le temps passé à attendre les commandes, les revenus horaires en 2023 d'un livreur étaient par exemple en moyenne de 10,10 € brut chez Uber Eats, soit moins que le SMIC horaire fixé à 11,65 € brut. Pourtant, depuis 2023, les plateformes de livraison sont censées être obligées de verser aux livreurs un revenu minimal horaire de 11,75 € brut. À noter qu'avec cette rémunération, le livreur doit payer notamment son véhicule, donc son vélo ou son scooter, mais aussi son assurance et ses cotisations sociales. Ça fait maintenant plusieurs années que les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail des livreurs et les plateformes bloquent les négociations en demandant des expertises plus poussées. Sixième actu, les deux candidats à la vice-présidence américaine, le démocrate Tim Walz qui est le colistier de Kamala Harris, donc en gros son binôme, et le républicain J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, se sont affrontés ce mardi lors d'un débat télévisé. Il s'agit de leur premier et unique débat avant la présidentielle qui se tiendra le 5 novembre prochain. Pendant ce débat, ils ont pu revenir sur les propositions phares de leur candidat. Le bras droit de Kamala Harris a notamment accusé son rival de déshumaniser les migrants. De son côté, le colistier de Donald Trump a critiqué la position favorable des démocrates sur l'IVG et a tenu des propos climato-sceptiques, donc qui nient le changement climatique. En tout cas, selon Le Monde, le débat était plutôt serré et chaque camp pourrait en bénéficier. À noter qu'aucun autre débat n'est prévu entre Kamala Harris et Donald Trump, car Trump refuse une autre confrontation avant l'élection. Septième actu, tant qu'on parle d'élection, la première présidente de l'histoire du Mexique, Claudia Sheinbaum, a été officiellement investie ce mardi. La candidate de gauche avait remporté en juin dernier la présidentielle du pays avec près de 60% des voix. Au total, et grâce au soutien du président sortant, 36 millions de personnes ont voté pour elle, ce qui fait de Claudia Sheinbaum la première femme présidente du Mexique, mais aussi la candidate élue avec le plus de popularité à l'issue d'un scrutin. Et on finit avec cette dernière actu un peu plus légère. Désormais, les parents peuvent limiter le temps de jeu de leurs enfants sur le jeu vidéo Fortnite. Concrètement, depuis ce mardi, il existe un onglet contrôle parental qui permet de choisir des plages horaires ou simplement un temps de jeu maximum par jour pour les enfants. Si une limite de temps est définie, le joueur recevra une notification pendant sa partie quand il ne lui restera plus que 30 minutes de jeu. Fortnite permet aussi désormais d'envoyer un rapport de temps d'écran aux parents.
Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors la question du jour de votre côté c'est la suivante. Prends-tu toujours autant de plaisir qu'il y a 10 ans dans ton travail? Vois-tu cela comme une passion, comme un métier passion ou un simple métier? Alors écoute, vaste question, je vais essayer d'y répondre très rapidement. Ça a commencé évidemment en étant uniquement une passion parce que je faisais ça en parallèle à mes études. Et évidemment parfois il y avait des moments de taf ou des choses qui pouvaient être plus dures, mais ça restait uniquement une passion. Aujourd'hui c'est mon métier parce que j'en vis et j'ai la chance de garder quand même ces deux aspects-là, c'est-à-dire que j'aime toujours autant ce que je fais, alors que ça fait quasiment 10 ans quand même que j'ai cette chaîne, donc ça n'a absolument aucun sens. Et évidemment il y a quand même parfois des moments qui sont plus durs, mais c'est normal, c'est le cas dans n'importe quel métier, et d'ailleurs aussi parfois dans beaucoup de passions. Mais je m'estime aussi extrêmement privilégié parce que j'ai la chance de faire ce métier-là dans un cadre qui est très particulier, puisque vous me suivez directement et avec mon équipe directement. J'ai la chance de pouvoir couvrir les sujets que je veux, dans les formats que je veux, etc. dans un cadre qui est quand même extrêmement rare dans ce domaine du journalisme et des médias. Donc voilà, là-dessus je m'estime quand même extrêmement chanceux de pouvoir faire ça depuis plusieurs années maintenant. En tout cas, je me voulais poser une question, que ce soit sur l'actualité, sur les coulisses de notre travail ou quoi, posez-les directement dans les commentaires sur YouTube ou alors sur Spotify. Je le disais, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour bien nous soutenir et ne pas louper le reste de l'actualité, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou alors sur les applis de podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.